Après Amelia Earhart et Hiram Bingham, je vous raconte le destin de l'écrivain le plus traduit dans le monde, le père du Petit Prince, parti outre-Atlantique pendant la Seconde Guerre mondiale pour œuvrer en faveur de l'entrée en guerre de ses puissants alliés. Mais tout ne s'est pas passé comme il l'avait imaginé. Ou la véritable histoire de Saint-Exupéry, l'écrivain pilote en exil aux États-Unis. Quel positionnement vis-à-vis de l'occupation Saint-Exupéry a-t-il exprimé depuis le lieu de son exil ? Quelles œuvres majeures a-t-il rédigées outre-Atlantique ? Quels souvenirs le père du Petit Prince a-t-il laissé aux États-Unis ? Europe 1, 15h-16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes le 8 février 1942 à New York, au 27e étage d'un building flambant neuf du 240 Central Park South, dans le centre de Manhattan. C'est dans ce luxueux appartement qu'Antoine de Saint-Exupéry, exilé aux États-Unis depuis plus d'un an maintenant, reçoit avec son épouse, l'artiste Consuelo, un écrivain, un poète même, le chef de file des surréalistes, André Breton. La soirée se passe tranquillement. Comme à son habitude, Saint-Exupéry lit à ses invités des extraits de son travail. Là, quelques passages de son futur best-seller « Pilote de guerre », le récit d'une mission effectuée dans le ciel du nord de la France au printemps 1940, qui paraîtra dans quelques jours. Mais très vite, quelque chose dans ce texte semble caresser le surréaliste à rebrousse-poil. Car dès le lendemain, Saint-Exupéry reçoit une lettre agressive de Breton qui lui reproche d'aller, je le cite, à rebours de tout ce qu'il juge nécessaire. Il l'accuse de trahir les idéaux de la gauche. Mais qu'est-ce qui peut bien susciter une telle colère chez André Breton ? Pour Saint-Exupéry, l'objet du litige est incompréhensible. Il tente bien de raisonner l'artiste, mais la brouille s'éternise au point que le surréaliste va jusqu'à vilipender Pilote de guerre dès sa parution dans un article publié dans le premier numéro de sa revue Triple V. Il y critique le style de l'écrivain et voit dans sa faiblesse la preuve d'un manque de morale. Une attaque qui meurtrit profondément Saint-Exupéry, déjà déprimé dans son exil américain, au sein d'une diaspora française qui s'entretue. Un panier de crabes, voilà comment Antoine de Saint-Exupéry décrit le groupe formé par ses compatriotes de New York pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce milieu, où tout le monde se connaît, est composé d'hommes politiques comme de lettres et d'artistes. On pourrait penser que partager le même sort, à savoir un exil contraint, aurait amené les Français à se serrer les coudes. Mais il n'en est rien. Vichistes comme gaullistes, gauchistes comme conservateurs, pacifistes comme bellicistes s'opposent sans cesse. Mais il y a bien une chose qui les met d'accord, c'est que Saint-Exupéry leur court sur le haricot. Pourtant, l'auteur du Petit Prince, qui n'existe pas encore, n'a pas franchement la réputation d'être un écrivain engagé. Certes, ses idéaux humanistes l'orientent clairement à gauche, mais il ne prête pas allégeance et trace sa voie sans suivre personne. Et c'est sans doute ce qui lui attire les foudres des uns et des autres. N'être l'ami de personne, c'est devenir l'ennemi de tous. Dans ce milieu étouffant, l'écrivain pilote avide de liberté n'a plus qu'une idée en tête, s'échapper du panier de crabes dans lequel la guerre l'a enfermé. Il faut dire que la liberté, Antoine de Saint-Exupéry y a goûté très tôt, à 12 ans précisément, une liberté à travers les délices vertigineux d'un premier vol. Nous sommes en 1912 et fasciné par les avions, ce mauvais élève, bien trop rêveur pour l'école, se rend régulièrement au nouvel aérodrome, construit non loin du château familial de Saint-Maurice de Rémins dans l'Ain. Sur place, celui qu'on appelle Tonio questionne les mécaniciens, les pilotes, observe, croque au crayon tout ce qu'il voit. Il déborde de curiosité pour ces grands appareils qui vont hanter son œuvre et occuper une place de premier choix dans sa vie. Un jour, il ment à l'un de ces gentils pilotes qu'il a pris l'habitude de bombarder de questions. Il lui raconte que sa mère a donné son autorisation pour un baptême de l'air et que ça y est, il est prêt à embarquer. Évidemment, il n'en est rien. Si Marie, la mère d'Antoine, l'encourage dans ses passions et sa créativité, c'est surtout une jeune veuve avec 5 enfants à charge, inquiète à l'idée que l'un de ses fils aille risquer un accident mortel dans les airs. Mais ce n'est pas à elle que pense Tonio quand il monte dans l'avion avec le pilote. Et pour cause, il est en train de tomber amoureux. Revenu sur Terre, il rédige même un poème sur cette première expérience de vol. Les ailes frémissaient sous le souffle du soir
Le moteur de son chant berçait l'âme endormie, le soleil me frôlait de sa couleur pâlie. L'aviation est une véritable vocation. Et jusqu'à sa mort, Saint-Exupéry luttera pour piloter. Mais contre toutes attentes, après avoir obtenu son baccalauréat en 1917, il commence par se diriger vers la marine et tente l'école navale dont il rate l'oral du concours. Il se tourne ensuite vers l'architecture et s'inscrit comme auditeur libre à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. L'expérience sera brève. Un peu perdu, Tonio écrit des poèmes et dessine entre deux petits boulots. Après quelques années d'errance, il renoue avec sa vieille passion lors de son service militaire. Nous sommes en 1921 et Saint-Exupéry travaille alors comme mécanicien au 2e régiment d'aviation de Strasbourg. En parallèle, il parvient à se payer des cours de pilotage. Distrait, il manque son examen de peu en remettant les gaz trop brusquement au moment d'atterrir. Il garde néanmoins son sang-froid et après un second tour de piste, il finit par se poser en beauté. On le surnomme alors Pique la Lune, à la fois pour son nez retroussé vers le ciel et sa distraction. Promu caporal en 1922, Saint-Exupéry pense sérieusement à entrer dans l'armée de l'air, mais il est démobilisé l'année suivante suite à un accident d'avion dont il ressort avec une fracture du crâne. La même année, le sort s'acharne. La future femme de lettres, Louise de Villemorin, sa fiancée rencontrée quelques années plus tôt, rompt avec lui. Si elle n'avait pas pris leur fiançailles au sérieux, lui était très amoureux de celle qu'il appelait Loulou. Le temps passe, et en 1926, Antoine de Saint-Exupéry a 26 ans et est engagé comme pilote à l'Aéropostale, où il assure d'abord le transport du courrier de Toulouse à Dakar. Il rédige à cette époque la nouvelle L'Aviateur qui paraît dans la revue mensuelle Le Navire d'Argent. Il y développe des thèmes qui reviendront dans toute son œuvre, guidant le lecteur dans le monde merveilleux et terrible aussi de l'aviation. Car oui, la Terre est sublime vue d'en haut, mais la mort guette à la moindre erreur. 3 ans plus tard, il publie son premier roman chez Gallimard, Courrier Sud, qui raconte ses propres expériences de pilote dans le sud marocain. En 1931, Vol de nuit, son second roman, toujours inspiré de son vécu, est préfacé par l'écrivain établi André Gide, qu'il a pris sous son aile. Et le livre connaît un grand succès. Mais Saint-Exupéry continue son activité. C'est d'ailleurs lorsqu'il travaille comme chef d'exploitation de l'Aeroposta Argentina, en Argentine donc, qu'il rencontre celle qui va très vite devenir son épouse, l'artiste salvadorienne Consuelo Carrillo. Il l'invite à voler avec lui et c'est dans les airs qu'ils échangent leur premier baiser. Dans les années 1930, fini l'Aéropostale avalée par Air France, Antoine de Saint-Exupéry vit alors du journalisme, mais aspire toujours à voler. Si Paris Soir l'envoie faire de grands reportages à travers le monde, il raconte également ses aventures de pilote, comme celle d'un raid dingue qu'il réserve au journal, l'Intransigeant. En effet, pour battre le record d'André Japy dans le trajet Paris-Saïgon, Saint-Exupéry se lance en décembre 1935 dans une aventure qui manque de lui coûter la vie. Au-dessus du Sahara, son avion entre en collision avec un plateau rocheux. L'écrivain et son mécanicien survivent, mais se retrouvent perdus dans un désert hostile. Ils sont sauvés par des bédouins après 4 jours d'errance. Cette expérience a sans doute inspiré le début du plus célèbre de ces romans dans lequel un aviateur échoué dans le désert fait la connaissance du jeune héros extraterrestre, oui, le Petit Prince. Ce second accident ne refroidit pas ses ardeurs, mais un troisième le contraint à l'immobilité. En 1938, Saint-Exupéry est blessé au cours de sa tentative de relier New York à la Terre de Feu, et c'est dans la ville d'où il s'était élancé qu'il passe une longue convalescence. Une pause qui lui permet de terminer la rédaction de son nouveau roman autobiographique Terre des Hommes, qui paraît en février 1939. Dédié à son ami le pilote légendaire Henri Guillaumet, il obtient le Grand Prix du roman de l'Académie française. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, Antoine de Saint-Exupéry sert dans l'armée de l'air. Aux premières loges de la débâcle de juin 40, il entame alors la rédaction de Pilote de guerre et ne sait pas encore qu'il va devoir quitter le pays. Après la défaite française, Saint-Exupéry vit d'abord l'armistice comme un mal nécessaire et commence par croire au gouvernement de Vichy. Pour lui, je le cite, « Pétain a sauvé les meubles ». Mais bien vite, la vérité lui apparaît. Saint-Exupéry juge alors que la France occupée
n'est pas pour lui et qu'il doit fuir. C'est aux États-Unis qu'il décide de partir. Il connaît le pays dans lequel il a déjà voyagé par le passé et ses livres y rencontrent d'ailleurs un beau succès. Mais il ne part pas pour sauver sa peau. Il y va pour lutter et compte bien œuvrer pour l'entrée en guerre de ses puissants alliés américains. C'est depuis Lisbonne que Saint-Exupéry s'élance, évitant une Espagne franquiste qui lui est hostile depuis des articles qu'il a publiés sur la guerre civile. C'est aussi dans la capitale portugaise qu'il apprend la mort de son ami pilote, Henri Guillaumet, abattu par un chasseur italien alors qu'il volait au large de la Turquie. Saint-Exupéry est donc profondément triste lorsqu'il embarque le 21 décembre 1940 sur le paquebot Siboney à destination de New York. Mais loin du ciel, il lui reste l'art. Il développe une amitié avec son voisin de cabine, le cinéaste Jean Renoir. Les deux hommes trouvent de nombreux terrains d'entente et envisagent même de collaborer. Il faut dire que le second fils du peintre Auguste Renoir est aussi un mordu d'aviation qui a piloté durant la Première Guerre mondiale et que Saint-Exupéry partage son intérêt pour le cinéma. Il a d'ailleurs déjà écrit 2 scénarios de films, l'adaptation de son roman Courrier Sud, sorti sur les écrans en 1937, et avant cela Anne-Marie, sorti en 1935. L'aviation y tient évidemment une place de premier plan puisqu'on y suit une ingénieure qui rêve de piloter. 10 jours ont passé et le 31 décembre, le Siboney parvient à destination. Saint-Exupéry est alors accueilli par le directeur de Paris Soir, Pierre Lazareff. Tout comme lui, l'homme de presse a quitté la France et œuvre pour l'entrée en guerre des États-Unis. Il participera même plus tard à la propagande américaine officielle. À New York, Saint-Exupéry n'est pas traité comme n'importe qui, car ses livres ont rencontré un certain succès. Terre des hommes, publié outre-Atlantique quelques mois après la France, sous le titre The Wind, Sand and Stars, lui a notamment valu le National Book Award. Ses éditeurs américains, Eugène Reynal et Curtis Hitchcock, lui déroulent donc le tapis rouge. Ils le logent à grands frais au luxueux hôtel du Ritz-Carlton, un palace art déco qui fait face à Central Park, avant que l'écrivain n'emménage quelques rues plus loin dans un tout aussi luxueux appartement. Saint-Exupéry est interviewé sur son métier, donne des conférences. Il est globalement très productif sur cette période. Il rédige des scénarios, écrit des romans, des discours, et cela malgré sa dépression liée à la guerre et ses problèmes de santé persistants. Et on le sait, les emmerdes, c'est comme les avions, ça vole toujours en escadrille. Et c'est le cas, car s'ajoutent à cela des attaques variées de la diaspora française exilée. Dans ce milieu réduit, les divergences d'opinion de ses compatriotes se font plus vivement sentir, et les gaullistes comme les vichistes tentent de rallier l'écrivain à leur cause, pour mieux se retourner contre lui quand son positionnement ou son absence de positionnement leur déplaît. Il faut qu'il prenne un parti, mais comme Saint-Exupéry le répète souvent, « Mon parti, c'est la France ». Ce qui fait surtout polémique, c'est l'anti-gaullisme de Saint-Exupéry. Avant son exil américain, l'écrivain a d'ailleurs refusé d'aller à Londres rejoindre le général. Il le décrivait alors comme un candidat dictateur et voyait dans sa propagande anti-Vichy une propagande anti-française. Cela va à l'encontre des valeurs de Saint-Exupéry qui ne prêcherait jamais contre les siens devant autrui. Or, pour certains compatriotes, être contre De Gaulle, c'est nécessairement être pétainiste, et Saint-Exupéry peine à se faire entendre pour cette raison. En janvier 1941, une rumeur se répand comme une traînée de poudre. Saint-Exupéry aurait été nommé au Conseil national par le maréchal Pétain. L'écrivain s'en défend en donnant une conférence de presse relatée par le New York Times. Mais le mal est fait. Cette rumeur crée des incompréhensions avec plusieurs de ses proches. À la fin de l'année, le 7 décembre 1941, l'histoire continue de s'écrire. Les forces aéronavales japonaises attaquent par surprise la base de Pearl Harbor afin de détruire la flotte américaine du Pacifique. Saint-Exupéry est alors sollicité pour prononcer un discours devant des étudiants volontaires. Ce discours humaniste devient le message aux jeunes Américains qui sera publié l'année suivante. Le lendemain, les États-Unis entrent enfin dans la guerre. Saint-Exupéry a rempli sa première mission. Reste à réussir la seconde, qu'il a déjà initiée, à savoir convaincre les autorités américaines de le laisser combattre. Depuis quelque temps, en effet, Saint-Exupéry a entamé des démarches pour persuader l'état-major américain de le laisser réintégrer l'aviation militaire. Hélas, elles prennent des mois et des mois
En attendant de reprendre les armes, l'écrivain lutte donc comme il peut, avec sa plume. L'année d'après, le 29 novembre 1942, Saint-Exupéry lance son appel aux Français sur la radio NBC. Le texte de ce discours, publié dans le New York Times Magazine le même jour, appelle à l'union de ses compatriotes, qu'ils soient exilés ou dans la France occupée, avec ces mots « Français, réconcilions-nous pour servir ». Il y critique aussi les litiges politiques du panier de crabes français. Pour lui, il faut les dépasser pour la victoire, mais son discours s'avère plutôt contre-productif. Saint-Exupéry suscite la polémique et son 4e roman ne va pas changer la donne. Publié d'abord aux États-Unis en février 1942, Pilote de guerre, en anglais Flight to Harris, est violemment critiqué par les gaullistes. Ce témoignage de la débâcle de juin 40 s'oppose en effet à la version des événements présentée par De Gaulle qui nie la défaite. Une défaite que Saint-Exupéry détaille, lui, dans toute son horreur. Le général voit également l'armistice comme une trahison du peuple français, là où Saint-Exupéry la juge nécessaire. S'il n'est pas apprécié par les gaullistes, ni par les pétainistes, et les nazis d'ailleurs, car l'écrivain y loue le courage du pilote juif Jean Israël, ce livre bouleverse les Américains et reste durant 6 mois en tête des ventes. Il diffuse l'image d'une France combative et participe à motiver les forces alliées, et ne fait que renforcer la popularité grandissante de Saint-Exupéry aux États-Unis. S'il est touché par l'accueil que lui font les Américains, Saint-Exupéry refuse de rentrer dans le mood, pourrait-on même dire, de l'Amérique. Il ne parlera d'ailleurs jamais anglais, même s'il a bien tenté, sans succès. À New York, il fréquente donc principalement d'autres exilés français de l'intelligentsia, comme les écrivains Alexis Léger, Henri Claudel, un gaulliste convaincu qui regrettera toute sa vie de ne pas avoir poussé son ami Saint-Exupéry à suivre le général, ou encore les surréalistes qui sont nombreux à New York, Max Ernst, Dali, Miro, Yves Tanguy et Marcel Duchamp, menés par leur gourou André Breton, avec qui, vous l'avez compris, il finit par se brouiller au moment de la parution du livre. Mais en dépit des polémiques étouffantes, Saint-Exupéry, le plus célèbre des Français en exil, a une vie sociale dense au sein de la diaspora et se montre à qui veut le voir. Surtout, depuis l'arrivée de Consuelo, son épouse. Elle l'a rejoint en décembre 1941, après des mois à manœuvrer pour obtenir un visa et une place sur un bateau. Mais la présence de sa femme n'empêche pas l'écrivain de poursuivre et d'entamer d'autres liaisons. Il y a d'abord Nelly de Vaugué, une mondaine amie de Louise de Villemorin qui aide Saint-Exupéry dans sa carrière depuis 1929 grâce à ses nombreuses connexions. Il y a aussi la grande blonde titrée, Nadéja de Bragance, l'artiste Eda Stern ou encore l'actrice Nathalie Palais. Bref, pour ses écrits, Saint-Exupéry ne chôme pas et il disperse auprès de nombreuses maîtresses des bouts de ses manuscrits. En 1942, il rencontre la jeune journaliste new-yorkaise Sylvia Hamilton et entame une liaison suivie avec elle, bien qu'elle n'ait que peu de notions de français. Mais qu'importe, puisqu'on ne voit bien qu'avec le cœur, comme dirait le petit prince. C'est à elle qu'il remet d'ailleurs le précieux manuscrit de ce livre, car c'est là-bas, aux États-Unis, que Saint-Exupéry rédige et dessine ce qui deviendra son œuvre la plus illustre et l'un des livres les plus vendus dans le monde. Après un passage prolongé au Canada, où Saint-Exupéry s'est retrouvé bloqué plusieurs mois, faute de visa, alors qu'il n'était venu que pour 2 conférences, l'écrivain rentre enfin à New York en juin 1942 et y retrouve ses habitudes. Cet exil dans l'exil lui a causé de grandes angoisses. Il a même cru à un complot gaulliste et il en revient toujours aussi déprimé. C'est lors d'un déjeuner au café Arnold, en bas de son immeuble, avec son éditeur Eugène Rénal, venu avec son épouse Elisabeth, que l'idée d'un conte illustré pour enfants à paraître pour Noël est lancée. Ce serait Elisabeth qui, l'ayant vu dessiner un petit bonhomme sur le menu, aurait suggéré ce projet pour sortir l'écrivain de son désœuvrement. Antoine de Saint-Exupéry se met alors au travail. Le Petit Prince, cette figure pure et juvénile qui veille sur une rose capricieuse, est loin d'être une création made in USA et est déjà apparu dans ses dessins en France. Comme l'analyse notre invité Jean-Claude Perrier dans son livre « Ce conte philosophique qui paraît le 6 avril 1943 demeure d'une absolue modernité, car il rassemble tous les thèmes majeurs de la pensée et de l'œuvre de Saint-Exupéry. Les tourments amoureux, la solitude, la quête éperdue de l'autre, l'angoisse devant le monde de demain,
la domination du capitalisme et l'état de notre planète. On y voit aussi l'importance de l'amitié pour l'auteur à travers les liens entre le Petit Prince et le renard, puis l'aviateur. Saint-Exupéry dédie d'ailleurs ce conte à son ami Léon Werth, un écrivain juif rencontré en 1931, avec qui il entretient une longue correspondance, malgré leurs divergences d'opinion. Oui, Werth était un gaulliste. C'est à lui aussi qu'il adresse son dernier texte publié de son vivant, Lettre à un otage, qui paraît en 1943. Il y écrit à la fois à son ami et à toute la France occupée qu'il veut retrouver. C'est d'ailleurs cette année-là que Saint-Exupéry quitte enfin les États-Unis pour aller faire ce que eux lui ont refusé, combattre. En mars 1943, après des mois de démarche, Saint-Exupéry reçoit enfin sa feuille d'embarquement. Il est très affaibli physiquement par ses nombreuses blessures, fragile psychologiquement et déjà âgé de 43 ans, alors que le maximum pour piloter est de 30. Mais on passe outre. Saint-Exupéry quitte New York le 2 avril sur un paquebot nommé le Sterling Castle. Il emporte un bagage léger, une cantine, quelques vêtements, quelques livres, du papier et son dernier énorme manuscrit Citadelle qui sera publié à titre posthume par Nelly de Vogüé. Ce n'est pas en France que Saint-Exupéry débarque, mais en Afrique du Nord. Il se rend en Algérie où sont rassemblées les forces des Alliés. Grâce à l'aide du général Giraud, l'écrivain redevenu pilote rejoint le groupe 233, un prestigieux escadron dans lequel il a servi en 1930-1940 et obtient le grade de commandant. Néanmoins, Saint-Exupéry enchaîne les accidents et se trouve bientôt contraint à se placer en réserve de commandement. Même s'il est toujours faible et qu'il en profite pour écrire, Saint-Exupéry est frustré par cette inaction forcée. Heureusement, ou malheureusement pour lui, il reprend ses activités de vol au printemps 1944. Il s'établit pour cela en Sardaigne, puis en Corse, premier département français libéré en septembre 1943. Il pose alors pour la première fois le pied sur le territoire français depuis son exil. Mais il n'en profite pas longtemps. Le 31 juillet 1944, l'auteur du Petit Prince ne sait pas qu'il décolle pour la dernière fois. Antoine de Saint-Exupéry part de Corse pour une mission de cartographie afin de faciliter le débarquement en Provence. Seul à bord d'un avion non armé, il dispose de carburant pour 6 heures de vol. Il envoie son dernier signal radar à 8h30. Les 6 heures se sont écoulées. La trace de l'avion et de son pilote est perdue. Saint-Exupéry est porté disparu. Saint-Exupéry est finalement reconnu mort pour la France en 1948 et est cité à l'ordre de l'armée aérienne en 1950. Malgré la découverte au large de Marseille de son avion en 2000 et son authentification en 2004, les circonstances de son accident demeurent encore mystérieuses aujourd'hui et sujettes à de nombreuses interprétations. Une chose est certaine, s'il n'a pas vu la France libre pour laquelle il n'a cessé d'œuvrer, Antoine de Saint-Exupéry aura au moins pu échapper à son exil américain en reprenant la voie des airs. Europe 1, historiquement vôtre. Jean-Claude Perry, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Plaisir. On commémore cette année les 80 ans de la disparition d'Antoine de Saint-Exupéry, survenue le 31 juillet 1944 au-dessus de la Méditerranée. Et malgré les années, rien n'est figé, écrivez-vous. De nouveaux documents émergent permettant d'analyser toujours un peu plus son œuvre et d'explorer sa personnalité, n'est-ce pas ? C'est ça qui est tout à fait étonnant et passionnant chez un écrivain d'une telle dimension, d'une telle célébrité, c'est qu'on trouve des choses tous les jours. Et j'exagère pas, je raconte dans le livre, il y a au dernier salon des livres de bibliophilie, il y a un libraire qui a sorti une collection absolument extraordinaire de manuscrits, d'éditions originales, de dessins, etc., dont on connaissait vaguement l'existence, mais qu'on n'avait jamais vu. Donc, si vous voulez, il y a de l'inédit. C'est sûr que dorment encore dans les greniers des chapitres de ces livres dont vous disiez qu'il les distribuait généreusement, des dessins. Il dessinait tout le temps, c'était un graphomane, hein, donc il aurait été avec nous aujourd'hui, il aurait griffonné un dessin, il nous l'aurait laissé en partant, si vous voulez. Ça devient des trésors. Donc, il y a ce côté ouvert, et je trouve que ça va bien avec l'inachèvement de cette vie et de cette œuvre. Il est mort à 44 ans. On peut considérer qu'il a donné la moitié de sa vie et de son œuvre. Donc, il y a toute une part de mystère à découvrir, à réexploiter, à retrouver. Jean-Claude Perrier, vous publiez Saint-Exupéry, un petit prince en exil aux éditions Plomb. Vous êtes parti sur les traces de Saint-Ex aux États-Unis, mais aussi au Québec,
où il a séjourné. Quel souvenir garde-t-on de l'auteur du Petit Prince là-bas? Est-ce qu'il y a des lieux? Est-ce que, je ne sais pas, il y a des plaques sur l'appartement, en tout cas sur l'immeuble où il vivait à New York? Alors bien sûr, il y a, alors pas sur l'immeuble où il vivait à New York, parce que les riverains, les locataires actuels ou les propriétaires actuels n'ont pas envie que leur immeuble se transforme en lieu de pèlerinage avec des touristes qui les prennent en photo. En revanche, j'étais en septembre dernier donc à New York, et il y a une inauguration d'une statue du Petit Prince à la Villa Albertine, le centre culturel français, juste en face de Central Park, dans le quartier que fréquentait Saint-Ex, et à Québec et à Montréal, effectivement. À Québec, il a passé une nuit, mais il y a une plaque sur la maison des De Coninck où il a habité, etc. Et puis il y a le Souvenir français à New York, qui est une association qui fait vivre cette mémoire commune franco-américaine et dont Saint-Ex est un peu le héros, l'emblème, si vous voulez. Donc oui, il y a une... Presque, si on voulait jouer les paradoxes, on dirait que Saint-Exupéry est presque plus respecté aux États-Unis qu'en France. Je pousse un peu le bouchon. J'ai raconté dans mon récit ces 2 années et demie passées à New York grâce à votre ouvrage. Comment avez-vous reconstitué les grandes étapes finalement de son exil américain? Des documents vous ont permis d'explorer cette période? Alors, on sait des choses, évidemment, sur cette partie, mais elle est finalement mal connue parce qu'elle est très mélangée, elle est très diverse. Vous le montrez bien dans votre récit. Dans une journée, Saint-Exupéry pouvait voir un colonel américain pour partir en guerre, s'engueuler avec un de ses compatriotes, écrire des lettres à l'une de ses amies ou maîtresses, etc., se faire une scène de ménage avec Consuelo et aller manger à la Grenouille tout près de Central Park. Donc, si vous voulez, il avait une activité assez frénétique et on a beaucoup de documents, bien sûr, et de témoignages, mais il fallait rassembler un peu toute cette matière et essayer de la mettre en ordre, sans bien sûr se couper du reste de sa vie et de son œuvre, puisqu'il n'est pas arrivé là par hasard, si vous voulez. Mais c'est vraiment 2 années et demie fondamentales. Justement, il n'est pas arrivé là par hasard, il débarque à New York le 31 décembre 1940, alors que débute son exil qui durera, on l'a dit, 2 ans et demi. Dans quelle étape psychologique se trouve-t-il? Vous parlez de cet exil comme d'une probable échappatoire bienvenue. Il ne pouvait pas supporter de rester en France, dans la France malheureuse. Il a combattu, ça a donné pilote de guerre, il a fait la guerre, il est allé se battre dans le nord de la France, etc. Il a vu la débâcle et tout, et en plus, il n'avait pas de ressources s'il était resté en France. Tandis qu'aux États-Unis, il est connu, il y a des royalties, il a le National Book Award, il y a tous ses amis. Donc, si vous voulez, il avait les moyens de survivre, ce qui n'était pas le cas en France. Et puis, sans doute, de recevoir un peu d'oxygène. On voit mal Saint-Exupéry. Pourquoi faire rester en France métropolitaine sous l'occupation? Cette période, pourtant, va s'avérer difficile pour Saint-Ex, notamment d'un point de vue politique, ni vichiste, ni gaulliste. Il est critiqué pour sa position qui est jugée par ses compatriotes nébuleuse. Quelle était réellement sa position, selon vous? Est-ce qu'elle était tenable? Difficile de prêcher l'union nationale en temps de guerre extérieure et presque de guerre fratricide. Elle était difficilement tenable. Saint-Exupéry est un homme de grandes idées, de grands concepts, et surtout, il n'a jamais voulu exclure personne, ce qui était effectivement difficile. C'est pas un homme politique. Il a des idées qui sont un peu flottantes. On a des textes où il échafaude des systèmes économiques qui sont quasiment staliniens, si vous voulez, ce qui est assez étonnant chez cet humaniste. C'est assez bizarre. D'où l'idée de Breton qui le considérait comme un renégat, parce qu'il le considérait comme un homme de gauche proche du Front populaire qui aurait passé Vichy. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les 2 clans voulaient se l'attirer parce qu'il était très célèbre, parce qu'il était un peu l'emblème de cette diaspora française aux États-Unis. Donc tout le monde voulait Saint-Exupéry à son tableau de chasse. D'où le truc avorté de chez Pétain, d'où aussi une tentative de Gaulle de constituer une académie française idéale après la guerre où Saint-Exupéry aurait eu sa place. Mais comment vous décririez le rapport qu'il avait avec sa patrie, avec sa terre d'origine, avec la France? C'était un grand voyageur avant de s'exiler. Il la voyait avec les yeux peut-être qu'il l'idéalisait. Il a peu vécu en France, vous avez raison de le signaler, puisqu'il était tout le temps en mission en Afrique, en Amérique latine, etc. Il n'était pas du tout parisianiste, bien que lancé dans les milieux littéraires grâce à Gide et à la NRF, il n'était pas du tout mondain et parisianiste, contrairement à sa femme. Il est possible qu'il ait une vision un peu idyllique
sinon de la France, du moins des Français. Mais Saint-Exupéry, c'est quelqu'un, je trouve, qui veut trouver la meilleure part de chacun d'entre nous et nous faire sortir le meilleur et plutôt mettre le pire sous le tapis. Jean-Claude Perrier, Saint-Exupéry était un homme passionné. Il assouvissait son désir, son besoin de liberté dans les airs et toujours une plume à la main. Dans quelle mesure la passion de l'aviation nourrit-elle chez lui le désir d'écriture ? Tout est complètement lié. Dès ses débuts, vous le rappeliez dans votre récit, dès son premier vol, son initiation à Saint-Maurice quand il a 12 ans, il prend des notes, il gribouille, etc. Et c'était vraiment deux choses. La terre vue du ciel, alors qu'il était inadapté par sa carrure, par son caractère à la vie terrestre, d'une certaine façon, il n'était heureux que dans les airs. Et sur terre, pour supporter un peu sa condition, c'était l'écriture et le dessin qui le nourrissaient. Et les deux sont complètement inextricablement liés, comme le dit Kessel dans son hommage posthume. C'est un très beau texte où Kessel dit qu'il est le seul écrivain à avoir été authentiquement pilote et le seul pilote à avoir été authentiquement écrivain. Vous décrivez la séquence new-yorkaise comme chaotique sur le plan politique, mais aussi, il faut bien le dire, sur le plan sentimental. Car la troisième passion de Saint-Exupéry, avec le pilotage et l'écriture, c'était les femmes. J'en ai cité quelques-unes, nombreuses déjà. Et, selon vous, il était un séducteur malheureux ? Alors oui, sans doute, parce que il a eu quand même un certain nombre d'expériences difficiles, dont la première, c'était sa rupture de son mariage avec Louise de Villemorin. C'est allé très très loin. Hein. Oui. J'ai publié des lettres écrites à 4 mains où Loulou parlait à Marie de Saint-Exupéry, la mère d'Antoine, comme sa fille. Hein, chère maman, etc., etc. C'est allé très très loin. Et puis crac, rupture. Rupture sans doute pour des raisons bassement matérielles, parce que Saint-Ex n'avait aucun métier, aucun avenir, il était gauche, il n'avait pas de fric, etc. Pour les Villemorins, ça passait pas. Donc, premier échec. Et puis arrive Consuelo. C'est pas à moi de raconter les amours tumultueuses de Saint-Exupéry et de Consuelo. C'est un drôle de mariage quand même. Saint-Exupéry ne cesse de dire qu'il peut pas vivre avec elle, qu'ils peuvent pas vivre comme un couple. Ils pouvaient pas vivre l'un sans l'autre, mais ils pouvaient pas vivre l'un avec l'autre non plus. Et puis il y a toutes les autres, toutes les maîtresses à qui il donne des bouts de manuscrits quand même. Alors ça, c'est inouï. Ce sont des longues liaisons. Alors, étaient-ce des liaisons platoniques? Étaient-ce des vraies liaisons sensuelles, etc. J'en sais rien, j'y étais pas. En tout cas, les lettres sont très tendres. Mais ce qu'il y a de très rigolo, c'est que par exemple, quand il est bloqué au Canada, comme il s'enquiquine dans son hôtel, il écrit des lettres et des lettres et des lettres et très longues. Et le même jour, il peut écrire à 3 femmes différentes, 3 lettres aussi belles, aussi longues, aussi tristes et aussi sentimentales. Donc il y a un côté cœur d'artichaut où ce qu'on appelle plus joliment, c'est fidélité parallèle. Il y a une chose qui frappe, c'est qu'elles ont toutes quelque chose en commun. Elles sont bien nées, la plupart du temps. Elles appartiennent à un très bon milieu. Oui, on ne lui connaît pas de serveuse de restaurant, voilà. Ni de prolo. Oui. Il y a une vague, la toute dernière peut-être, l'inconnue comme on l'appelle en Algérie, était une jeune infirmière, femme d'un pilote, mais il ne s'est pas passé grand-chose, il l'a connue dans le train, etc. Sinon, ses amantes, oui, sont des aristos en général. Il est d'un milieu lui-même aristocratique, il est cousin avec la terre entière, hein, les Saint-Exupéry, son cousin, ou les Foncolombe, sa mère, son cousin avec toute l'aristocratie, les de Vauguet, etc., les de l'Étrange, tout ça, ce sont les mêmes familles, et donc ils fréquentent effectivement plutôt le gratin, sans tomber dans des princesses, Nadejda de Bragança, qui est une princesse portugaise, Nathalie Palais, qui est une Romanov, il y a du beau linge, en effet. C'est à New York qu'Antoine de Saint-Exupéry rédige son œuvre la plus connue, le 2e livre le plus traduit au monde après la Bible, je parle bien sûr du Petit Prince. Sait-on à quel moment ce projet de conte philosophique et le petit bonhomme blond qui en sera le héros émerge dans l'esprit de Saint-Ex? C'était bien avant le restaurant new-yorkais que j'ai raconté avec Elisabeth Raynal. Oui, la vraie rédaction, si vous voulez, vous avez raison de dire que c'est à l'été 42 à Bevan House, Long Island, où il s'est un peu retiré, où ses éditeurs l'ont exfiltré pour qu'il écrive enfin, parce qu'il avait du mal à écrire. Oui, la vie new-yorkaise était trépidante quand même. Non, mais il a toujours eu du mal à écrire, il retravaillait ses manuscrits, etc. On voit des manuscrits surchargés de ratures et tout ça, c'est pas du tout quelqu'un qui... Il écrivait tout le temps, mais avec beaucoup de souffrance et de difficultés. En revanche, il y a des petits princes dessinés qui sont apparus sous sa plume dans les années 30 en France. Et puis il y a une histoire merveilleuse à laquelle on a envie de croire, qui est un éditeur de français qui s'appelait MAM, un éditeur religieux, qui a prétendu, qui a raconté après la guerre que Le Petit Prince devait sortir chez lui en 39, qu'il avait un accord avec Gallimard,
et que tout ça a été bombardé par les Allemands pendant la guerre, que toutes les archives ont été détruites, mais que c'est lui, normalement, qui aurait dû publier Le Petit Prince, qui aurait supposé qu'une première version du conte eût été écrite en France. On n'a pas le manuscrit. Jusqu'à preuve du contraire, c'est la version de 42, mais le personnage lui trottait dans la tête bien avant. Quand on voit la manière de travailler de Saint-Exupéry, qui remettait sur le métier son ouvrage, ça ne peut pas être une génération spontanée, si vous voulez. Il le maturait, il le trimballait, et il l'a accouché, si j'ose dire, à l'été 42. Le séjour américain de Saint-Exupéry est extrêmement productif d'un point de vue littéraire. Il écrit Pilote de guerre, Le Petit Prince, Lettre à un otage et Début de Citadelle. Qu'est-ce qui, au fond, favorise l'écriture durant cette période ? Si j'étais méchant, je dirais qu'il n'avait rien d'autre à faire, puisqu'il ne vole plus, il ne pilote plus, il n'a plus de métier, il n'a plus qu'à s'occuper de son œuvre et effectivement fréquenter le Gotha américain. D'ailleurs, c'est rigolo, c'est pour ça que je suis allé à New York. Si vous regardez dans le livre, il y a un plan et on voit qu'il passe sa vie dans les beaux quartiers. Oui. Il est autour de Central Park. Tous ses amis habitent effectivement le long de Central Park ou les avenues juste derrière. Il n'y a pas un prolo qui habite le Bronx ou Brooklyn et il vit vraiment... Pour un homme de gauche... Il y a des paradoxes. Il va nourrir les écureuils avec Annabella, la femme de Tyrone Power, etc. etc. C'est une vie que d'autres auraient jugée agréable. N'eût été la guerre, c'était une vie agréable. Mais une période féconde aussi. Il a énormément travaillé, il a beaucoup écrit. Et puis il y a Citadelle, c'est pareil. Citadelle, il transportait ce manuscrit qui ne cessait de s'épaissir depuis les années 30. Il avait toujours son manuscrit dans sa serviette. À un moment, il l'oublie, c'est la catastrophe. Il est perdu, si vous voulez. Donc, et ce Citadelle s'est retrouvé parmi ses derniers effets personnels, si vous voulez. Il n'était pas question qu'il se sépare de cette œuvre en progrès. Le 31 juillet donc 1944, il y a près de 80 ans, quelques semaines après avoir quitté les lieux de son exil new-yorkais, celui qu'on surnomme Pic la Lune disparaît au-dessus de la Méditerranée. Il laisse une œuvre inachevée, on le racontait, Citadelle. Quel questionnement, quel thème habitait Saint-Exupéry dans les derniers mois de sa vie ? Il était follement angoissé quant à l'avenir. Il prévoyait un avenir ultra-capitalistique, un avenir mécaniste, un avenir de dictature politique où les libertés, les démocraties souffriraient, ce en quoi il était assez prémonitoire. Et il ne voyait pas l'avenir d'un bon œil, même s'il espérait évidemment à la libération de la France que tout allait s'améliorer ou voire redevenir comme avant. Il n'a pas vu la libération de la France totalement, il est parti de Corse, mais il l'espérait, il y croyait. Il l'espérait, il y croyait, il avait survolé le village d'Aguet où sa sœur avait la maison de famille dans une mission de reconnaissance, il n'avait qu'une hâte, c'était ça. D'où les missions de mapping, comme on disait, pour préparer le débarquement, pour prendre des photos, etc. S'il pouvait hâter la libération de la France, etc. Il vivait pour ça à la fin, bien sûr. Il vivait vraiment pour ça. Vous avez une explication de l'accident ? J'ai, comme tout le monde, lu tout ce qui s'était publié. Maintenant, on a une quasi-certitude, il a été abattu par la DCA allemande. Après, toutes les hypothèses les plus farfelues, on dit d'aucuns disaient qu'il s'était suicidé, d'aucuns disaient qu'il n'était pas mort, qu'il s'était retrouvé sur une plage. Avec Elvis Presley. En Sardaigne, etc. Les rumeurs les plus farfelues ont couru. Il a été abattu par la DCA, c'est clair. La carlingue de son Lightning, le morceau qui a été retrouvé, est plombé par des impacts de balles, donc on le sait maintenant. Je vous propose de terminer, Jean-Claude Perrier, par les mots de Saint-Exupéry. Si vous deviez choisir une citation du Petit Prince, laquelle nous donneriez-vous, réciteriez-vous ? Alors, je vous confie que j'ai préparé parce que j'ai une mémoire de bulot et j'ai beaucoup de mal avec les citations. On va faire dans le classicisme, c'est la fin du Petit Prince. Et le Petit Prince qui s'apprête à quitter son ami à partir dit « J'aurai l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai ». Je trouve que ça s'applique bien à Saint-Exupéry aussi, qui a l'air d'être mort depuis 80 ans et c'est pas vrai. Parce que son œuvre vit, et vous rappeliez que Le Petit Prince en est à quasiment 600 traductions dans le monde entier. C'est le livre français le plus traduit après la Bible. Oui, c'est fou. C'est fou. Merci Jean-Claude Perrier de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Saint-Exupéry, l'écrivain pilote en exil aux États-Unis. Je rappelle que votre livre Saint-Exupéry, un petit prince en exil, vient de paraître aux éditions Plomb. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.